Le vol mécanique. Aucune invention humaine n'a autant changé notre manière de voyager. Tout a commencé quand les frères Wright ont pris les airs pour la première fois en 1903. Nous allons retracer les moments clés de l'histoire de l'aviation avec des vols épiques qui ont marqué le XXe siècle. Nous suivrons Charles Lindbergh qui réalisa le premier vol en solitaire entre New York et Paris en 1927 en parcourant 5000 km avec pour tout instrument un compas manuel. L'Irlande, c'est par où? Nous verrons comment le premier avion à réaction a conduit à l'invention 30 ans plus tard d'un mastodonte américain de 400 tonnes. Nous découvrirons le seul avion à réaction au monde capable de décoller à la verticale et de voler en arrière tout en attaquant l'ennemi. Le vol mécanique naît au début du XXe siècle. Cette avancée capitale a lieu en décembre 1903 en Caroline du Nord. Deux ingénieurs spécialistes des bicyclettes, les frères Wright, pensent pouvoir réussir là où tout le monde a échoué, voler dans un engin mécanique. Ils y parviennent à Kitty Hawk en 1903. Wilbur et Orville Wright étaient des amateurs, mais c'était le cas de tous les autres. À ce stade-là, personne n'était professionnel. Les frères Wright se préparent à leur premier vol mécanique depuis 7 ans. Des expériences sur des planeurs leur ont permis d'étudier la théorie du vol. Dès 1899, les Wright ont construit toute une série d'objets volants, allant du simple cerf-volant à des planeurs de plus en plus élaborés. Ils ont ainsi pu se perfectionner jusqu'à tenter le premier vol. Puis, en 1903, ils équipent leur planeur d'un moteur. À l'époque, tout le monde travaillait sur des hélices ressemblant à celles d'un bateau. Mais les Wright ont compris que les hélices devaient être plutôt comme des ailes. En donnant la forme d'une aile aux pales des hélices, les Wright découvrent qu'ils peuvent produire plus de poussée pour propulser l'avion vers le haut. Le 14 décembre 1903, Wilbur a gagné le droit, en tirant un pile ou face, d'être celui qui fera le premier vol. Il s'est élancé sur la piste et l'avion a décollé pendant 3 secondes et demie. Il s'est élevé droit vers le ciel avant de retomber en piqué. La plupart des historiens de l'aviation ne considèrent pas cet épisode de 3 secondes et demie comme un véritable vol d'avion. Pour cela, il faudra encore attendre 3 jours. Effectivement, 3 jours plus tard, le frère de Wilbur, Orville, tente le premier vol mécanique avec un engin plus lourd que l'air. Le vol d'Orville est un succès. Il dure 12 secondes sur une distance de 36 mètres. Bien que très court, il fait faire un bond extraordinaire à l'imagination humaine. « 25 ans après le célèbre vol de 12 secondes d'Orville Wright, Charles Lindbergh accomplit une traversée épique de 5000 km au-dessus de l'Atlantique, dans son monoplan, le Spirit of St. Louis. Si vous demandez aux gens quel fut le plus grand vol en solo de tous les temps, ils vous répondront sans hésiter la traversée de l'Atlantique par Lindbergh. Encore aujourd'hui, 75 ans plus tard, c'est quelque chose qui a profondément marqué l'histoire. Dans son minuscule monoplan, le Spirit of St. Louis, Charles Lindbergh va tenter le premier vol sans escale entre New York et Paris.
Avec un trajet de plus de 5000 km, il estime devoir voler tout seul pendant près de 2 jours. Ses sponsors, basés dans la ville de Saint-Louis, veulent remporter un prix pour le premier vol intercontinental de l'histoire. Saint-Louis avait été la ville frontière à l'époque où l'Amérique s'était lancée dans la conquête de l'Ouest. L'aviation était une nouvelle frontière et je suppose que les commanditaires de Lindbergh voulaient que Saint-Louis soit de nouveau à l'avant-garde. Il y a déjà eu plusieurs tentatives de vol transatlantique en solitaire et 5 pilotes ont trouvé la mort. Charles Lindbergh racontera plus tard son illustre traversée. J'abandonne la terre ferme et la lumière du jour. Je jette un coup d'œil en arrière vers les montagnes dont la silhouette se détache du ciel de l'ouest. Quelle sensation étrange. L'Amérique s'éloigne. Je touche du doigt le tissu tremblant tendu au maximum sur les parois de mon cockpit. Toute la structure de l'avion est couverte de cette fragile enveloppe textile. Des milliers de kilos sont portés par ces fils entrecroisés. 220 chevaux vapeur harnachés à une couche de tissu qu'une épingle pourrait déchirer, mais qui protège un avion et son pilote au-dessus d'un océan entre 2 continents. Pour me nourrir, j'ai un peu moins de 5 litres et demi d'eau et 5 sandwichs. Pour ne pas surcharger l'appareil, Lindbergh navigue sans radio, parachute ou canot pneumatique. En cas d'atterrissage forcé dans l'Atlantique, il est perdu. La plus grande difficulté pour Lindbergh pendant ce vol, ce fut de rester éveillé et de garder le contrôle de son appareil. Lindbergh n'a dormi qu'une heure la nuit précédant son départ de New York. À la tombée du jour, il est déjà épuisé. Pour couronner le tout, il se dirige avec des instruments très rudimentaires. Il espère trouver Paris à 5000 km de distance en n'utilisant qu'un compas magnétique. La monotonie d'un vol avec les yeux rivés sur le tableau de bord. Le Spirit of Saint-Louis est très nerveux et son équilibre tient à un fil. Si je relâche la pression sur le manche un seul instant, son nez dévie de son axe. Pour éviter de sombrer dans l'Atlantique pendant la nuit, Lindbergh décide de prendre de l'altitude. Il fait froid ici. Je regarde l'altimètre, 10 500 pieds, glacial. Je sors la lampe torche de ma poche et je dirige son faisceau sur la carlingue. Les bords sont irréguliers et brillants. C'est de la glace. Je dois vite redescendre. Pour Lindbergh, la seule solution est de sortir de la zone des glaces pour se rapprocher des vagues. Plus que jamais, il doit rester éveillé sous peine de sombrer dans l'Atlantique. Le jour se lève sur le 2e jour de sa traversée. Charles Lindbergh est à bout de force. J'ai perdu le contrôle de mes paupières. Quand elles commencent à se fermer, je ne peux pas les en empêcher. Je n'ai qu'un seul désir, m'allonger, m'étirer et dormir. Je dois trouver un moyen de rester vigilant. Ce qui me guette, c'est la mort et l'échec. Ce qui me guette, c'est la mort et l'échec. Je le répète sans cesse. J'essaye de faire semblant de courir sur le plancher jusqu'à ce que le Spirit of Saint-Louis vire de cap. J'incline une aile, puis l'autre, pour faire entrer de l'air froid dans le cockpit. Je n'ai jamais eu aussi sommeil de toute ma vie. Lindbergh a quelque chose d'unique. Il a délibérément survolé le sommet des vagues. Il les frôlait presque. Je pense qu'il tentait ainsi de provoquer en lui une poussée d'adrénaline pour rester éveillé. Quand je regarde fixement les instruments, pendant un temps inimaginable, à la fois conscient et endormi, le fuselage derrière moi se remplit de présences fantomatiques, de formes aux contours vagues, transparentes, mouvantes, flottant avec moi dans l'avion. Pour la première fois de ma vie, je doute de ma capacité de résistance. Il est midi au 2e jour de vol. Lindbergh est encore à 1500 km de Paris.
Il survole l'Atlantique depuis plus de 24 heures. Des bateaux de pêche, la côte, le littoral européen ne doit plus être loin. L'océan n'est plus une immensité dangereuse. Le premier bateau est à environ 1 km. Ils n'ont peut-être jamais vu d'avion. Ils doivent me prendre pour un démon du ciel. Je laisse planer l'appareil, je coupe les gaz et je leur crie aussi fort que possible. L'Irlande, c'est par où? Lindbergh est arrivé au-dessus de la côte irlandaise. Paris est sa prochaine étape. C'est déjà un véritable exploit, il a conquis l'océan Atlantique. Au soir du deuxième jour, Charles Lindbergh, totalement épuisé, atterrit à l'aéroport du Bourget. Il vole depuis 34 heures. Quelle possibilité infinie aura l'aviation quand des appareils pourront voler sans escale entre New York et Paris? Le jour viendra où des passagers et le courrier pourront faire le voyage chaque jour entre l'Amérique et l'Europe. Peut-être que tout le monde voyagera dans les airs dans 50 ans. La prophétie de Lindbergh, qui imaginait des voyages aériens de masse, est devenue réalité, comme en témoignent les aéroports du monde entier. L'essor spectaculaire des vols intercontinentaux a été rendu possible par l'invention d'un nouveau système de propulsion. Voici le premier moteur conçu par l'inventeur britannique de la propulsion à réaction, Sir Frank Whittle. C'est l'une des dates les plus marquantes de l'aviation du XXe siècle. Durant la Seconde Guerre mondiale, dans le plus grand secret, la Grande-Bretagne teste le Gloster E-28 pour la première fois. Grâce au moteur de Frank Whittle, l'ère des avions à réaction va commencer. Le capitaine Eric Brown détient le record mondial du plus grand nombre d'avions testés par un pilote d'essai. En mai 1941, son avion est dévié par hasard sur le terrain d'aviation de Cranwell, au nord de Londres. J'ai eu la surprise de voir une foule de civils sur la base aérienne. Il y avait une atmosphère étrange, un mélange de conspiration et d'excitation. Vers 7 heures, cet extraordinaire appareil a été amené sur la piste. Il était minuscule et n'avait aucune hélice. Il a démarré et s'est mis à faire un bruit étrange, comme un sifflement. Il a roulé jusqu'au bout de la piste et il s'est envolé. Mais je ne savais toujours pas de quoi il s'agissait. J'ignorais ce qu'était un avion à réaction à l'époque. Eric Brown deviendra plus tard le pilote d'essai de l'avion à réaction de Frank Whittle. C'était un petit avion tout simple, dont l'unique fonction était de tester le réacteur. Il avait des caractéristiques de pilotage très agréables. Il aurait fait un très bon avion de combat, en jugé par sa maniabilité. Frank Whittle a eu l'idée du moteur à réaction car les avions à hélice ont des capacités limitées pour la vitesse et l'altitude. Au-dessus de 30 000 pieds, il n'y a plus suffisamment d'air pour allumer un moteur à piston ou faire tourner une hélice. Frank Whittle abandonne l'idée des pistons qu'il remplace par une turbine. C'est la base même du moteur à réaction. Son moteur est principalement composé d'une pièce mobile, un compresseur, qui aspire l'air par l'avant et qui est relié à un ventilateur à l'arrière. L'air est comprimé, puis chauffé par la combustion d'un carburant et enfin expulsé à l'arrière, ce qui propulse l'appareil vers l'avant. Les avions à hélice ont toujours pu décoller de porte-avions, mais les premiers jets ont une accélération trop lente et on doute qu'ils atteignent un jour une vitesse suffisante. On demande alors au pilote d'essai Eric Brown de tenter le premier décollage au monde d'un avion en réaction. C'est bien connu, ces avions avaient une accélération très lente. Il fallait donc s'assurer d'avoir une trajectoire d'approche adaptée et de ne pas avoir besoin d'une accélération subite. Puis, il tente le premier atterrissage d'un avion en réaction sur un porte-avions. Aujourd'hui, Eric Brown détient un nombre impressionnant de records. Il a effectué 2407 atterrissages sur des porte-avions et fait des essais en vol sur 487 types d'appareils différents.
Mais il est un record qu'Eric Brown n'a jamais pu décrocher. Être le premier pilote d'essai à passer le mur du son. Ce fut une course contre la montre entre les Anglais et les Américains. Les avions à réaction gagnent de la puissance après la Seconde Guerre mondiale. Et les pilotes racontent avoir approché une mystérieuse frontière non loin de la vitesse du son. En 1947, les Américains mettent au point un avion de forme cylindrique équipé d'un moteur de fusée, le X-1, piloté par Chuck Yeager. Nous étions coincés par les effets du mur du son sur nos avions. Celui qui pourrait dépasser la vitesse du son et contrôler les réactions de son avion imposerait sa domination dans les airs. La Grande-Bretagne tente elle aussi de passer le mur du son. Mais les pilotes britanniques et américains sont confrontés à un phénomène inquiétant. À une vitesse transsonique approchant 1200 km/h, soit Mach 1, des ondes de choc s'accumulent sur la surface des ailes et sur la queue. Plus l'avion va vite, plus il devient dangereusement instable. Aucun pilote n'a eu le courage de voir ce qu'il y avait au-delà de cette turbulence. Vous perdez le contrôle de votre appareil. L'avion est ballotté dans tous les sens à cause des ondes de choc qui se forment partout. C'est un gros problème. Dans cette course au mur du son, les Britanniques conçoivent un appareil très expérimental, le DH-108. Pour lutter contre le problème des tremblements, le DH-108 a une forme révolutionnaire avec des ailes en flèche et pas d'aileron sur la queue. Il avait trois caractéristiques principales. Des ailes en flèche, un profil sans queue et un moteur à réaction très puissant. Cela vous permettait d'atteindre un nombre de Mach plus élevé dans la zone transsonique. Mais il fallait encore passer le mur. Le DH-108 est plus rapide que le X-1 des Américains, mais il est également plus dangereux. 3 pilotes d'essai sont déjà morts quand Eric Brown entre en scène. Mon successeur pour les vols aérodynamiques à Farnborough a été tué dans cet avion et nous ne savons pas vraiment pourquoi. Mais le tour d'Eric Brown est venu. Je l'ai piloté jusqu'à 0,985 Mach en commençant à 45 000 pieds. Si je l'avais laissé continuer, il aurait sans doute franchi le mur du son. Mais aurait-il été possible de reprendre le contrôle de l'appareil après? Si vous n'y parvenez pas immédiatement, vous chutez en vrille de manière incontrôlée et c'est la mort assurée. Eric Brown et les Britanniques ont conclu qu'il est impossible de passer le mur du son lors d'un vol contrôlé du DH-108. Pour atteindre Mach 1, Chuck Yeager est aux commandes du X-1 américain. Il est propulsé par un moteur de fusée fonctionnant à l'oxygène et à l'hydrogène et ses ailes sont courtes pour limiter l'accumulation des ondes de choc. Il doit être largué depuis un bombardier B-29. Le bombardier emmène le X-1 jusqu'à 25 000 pieds avant de le lâcher purement et simplement. Ensuite, le moteur de fusée a tout juste 90 secondes de carburant pour propulser le X-1 au-delà du mur du son. Le 14 octobre 1947, Chuck Yeager fait un nouveau vol d'essai. Le 14 octobre, nous ne savions pas si nous allions dépasser Mach 1, mais la mission était d'essayer. On était allé à 0,90 la fois d'avant, puis 0,92 et 0,94. Ce jour-là, je volais à un nombre de Mach d'environ 0,94 ou 0,95. L'avion tremblait très violemment à cause des ondes de choc. Finalement, vers 0,95 ou 0,96, l'aiguille du cadran est allée plus loin que les graduations normales. À ce moment-là, tous les tremblements se sont calmés. En redescendant, je me suis amusé à voltiger et à faire des figures dans le ciel. Je me suis dit que finalement, ce n'était pas si difficile que ça. Je me suis posé et on a regardé les enregistrements. C'était un exploit qui faisait rêver le monde entier. On l'avait fait avec le X-1. Ça nous a donné un avantage gigantesque sur le monde entier en matière de technologie.
Mais ce sont les Britanniques qui utilisent la propulsion à réaction pour une nouvelle avancée dans l'histoire de l'aviation, avec le premier avion à décollage et atterrissage vertical. Construit à la fin des années 1960, le Harrier a des caractéristiques uniques. Il peut faire du surplace, se poser comme un hélicoptère, se déplacer latéralement. Ces atouts en font un appareil redoutable pour les attaques au sol. « 800 Harrier ont été en opération dans le monde. Seule l'élite des pilotes peut prendre les commandes de cet avion complexe. C'est un avion extraordinaire à piloter. Je vole dessus depuis plus de 16 ans. À chaque fois, je ressens la même joie. Je l'adore. Il n'y a qu'un seul moteur sur le Harrier. La poussée de ce moteur unique est répartie sur 4 mécanismes orientables qui définissent les angles de poussée. Là, les angles sont dirigés vers l'arrière, ce qui correspond à la configuration d'un avion normal, propulsé vers l'avant. Si je fais pivoter celui-là, qui est solidaire de l'autre à l'avant et des deux de l'autre côté, comme vous le voyez, la poussée est dirigée vers le bas. Quand le Harrier décolle verticalement, son poids n'est porté que par la poussée de son moteur vers le bas. Il y a entre 11 ou 12 tonnes de poussée pour un avion dont le poids à vide est d'environ 9 tonnes. Il y a donc ce qu'on pourrait appeler une capacité de poussée résiduelle. Quand vous faites du surplace, il n'y a aucun flux d'air sur les ailes. Alors il faut bien garder le contrôle de l'appareil. Il y a des points de contrôle qu'on appelle puffer ducts qui expulsent de l'air. En faisant du surplace, on peut contrôler l'appareil. Si vous entendez le sifflement, vous pouvez expulser des rafales d'air à l'extérieur. Ça permet de mieux contrôler l'avion. Même s'il emporte une grosse cargaison d'armes, il peut décoller sur une piste très courte. C'est l'une des caractéristiques uniques de cet appareil. La conception du moteur donne une bonne accélération sur la piste. C'est toujours très excitant. Il a fait ses preuves pour les attaques au sol. Le concept a été inventé par les Britanniques, mais la marine américaine l'a repris pour le perfectionner. C'est une bonne plateforme pour l'assistance aérienne du sol et des situations d'attaque. Le Harrier peut ralentir brutalement lors des combats aériens. Ce qui est unique, c'est que vous pouvez décélérer d'un coup et même vous arrêter totalement et les avions qui vous suivent ne s'aperçoivent pas tout de suite que vous ralentissez très rapidement. Il ne vole pas vraiment latéralement. Je ne peux pas commander à l'appareil de faire un bond sur le côté. Je dois d'abord l'incliner. Pour cela, il faut que je relève le nez et que je baisse les gicleurs. À l'avant, les puffer ducts vont s'ouvrir, ce qui pousse le nez de l'appareil. J'ai aussi la poussée vers le bas qui accentue l'inclinaison. Le Harrier peut même voler à reculons. Pour le piloter, il faut faire appel à des hommes à la fois doués et intrépides. Il m'est déjà arrivé de me poser sur une petite route en Allemagne où la circulation a dû être coupée. Je me souviens avoir survolé un bus scolaire avant d'atterrir. Sur une autoroute, je suis aussi passé sous un pont, puis au-dessus du pont suivant. Cet avion peut voler dans des conditions extrêmes. C'est la fin des années 1960 et au-dessus de tous les grands aéroports, les vols commerciaux battent leur plein. L'ère du transport aérien de masse a commencé. Cet essor s'explique par la mise en service d'un avion, le Boeing 747. Le 747 a réellement inauguré l'ère des transports de masse. Ce qui était autrefois réservé à une élite est devenu accessible à tout le monde. En 30 ans de carrière, depuis son premier vol, le Boeing 747 a transporté plus de 3,6 milliards de passagers, l'équivalent de la moitié de la population mondiale. La flotte du 747 a parcouru plus de 56 milliards de kilomètres, soit 74 000 allers-retours sur la Lune.
Pour tout dire, le 747 est si grand que le premier vol des frères Wright aurait pu se dérouler à l'intérieur de sa classe économique, qui occupe les 2 tiers de l'appareil. À l'époque, le 747 était la machine la plus complexe au monde. Il était équipé de 4 réacteurs très sophistiqués. À l'intérieur, tout était compliqué, ses mécanismes comme ses instruments de bord. Le 747 est né quand Boeing, en 1965, a perdu un marché auprès de l'aviation américaine qui voulait un gros porteur. Le contrat a été remporté par Lockheed, qui a construit 131 exemplaires de ces appareils immenses. Boeing a perdu le contrat pour construire des C-5 Galaxy, mais a appliqué la technologie des appareils à grande contenance au marché commercial. Boeing a tout misé sur le 747 et s'il n'avait pas marché, l'entreprise n'existerait plus aujourd'hui. Mais ça a été un succès et Boeing est devenu le plus grand constructeur d'avions au monde. De sa mise en service à l'année 2003, 1300 modèles ont été livrés aux compagnies aériennes du monde entier. 3 décennies après l'exploit de Chuck Yeager, le Concorde franchit en toute tranquillité le mur du son. L'avion le plus remarquable de l'ère supersonique vole à 2 fois la vitesse du son, soit Mach 2 entre Londres et New York. Le taux d'accélération du Concorde est fantastique. Il peut passer de 0 à 400 km/h en à peu près 40 secondes. Vous avez vraiment l'impression d'être collé à votre siège. Je vis une histoire d'amour avec cet avion. J'aime chaque instant que je passe à bord. C'est une expérience formidable. Nous utilisons le principe de la post-combustion avec une réchauffe pour optimiser la puissance des réacteurs au décollage. En réchauffant les gaz d'échappement, le Concorde génère 20% de poussée supplémentaire au décollage et beaucoup plus de bruit. Ensuite, les 4 réchauffes s'éteignent et nous volons silencieusement au-dessus de zones sensibles au bruit, comme Reading, Windsor et les villes de l'Ouest. Une fois au-dessus de l'océan, les réchauffes des turboréacteurs sont rallumées et le Concorde passe le mur du son. La vitesse de croisière est Mach 0,95, soit 95% de la vitesse du son. On passe ensuite doucement le mur du son. On sait qu'on l'a franchi car, en raison de l'accumulation des ondes de choc, les instruments de bord ont un petit tressaillement. C'est comme déjeuner dans le restaurant le plus sélect au monde, sauf qu'on est à une altitude de 60 000 pieds. Le Concorde vole à 2 fois la vitesse du son entre Londres et New York. Pour se faire une idée de la vitesse à laquelle on vole, il suffit de poser la main à proximité des portes. C'est très chaud. Quand le Concorde vole à une vitesse supersonique, l'avion chauffe. Sa carlingue se dilate même d'une bonne dizaine de centimètres. Heureusement, ses concepteurs avaient tout prévu. Il existe un endroit du cockpit où ce phénomène est visible. À terre, on ne peut même pas passer une feuille de papier dans l'interstice, mais en vol, vous pouvez y mettre la main. Il y a une histoire que tout le monde raconte. L'un des premiers pilotes aurait mis sa main dans l'interstice au cours d'un vol supersonique et à l'atterrissage, il n'a pas pu la retirer. Quand nous traversons l'Atlantique, les seuls qui sont plus hauts que nous, ce sont les astronautes de la Station spatiale internationale. La seule différence entre les astronautes en tenue spatiale et nos clients en tenue de tous les jours, dégustant les meilleurs vins et les meilleurs plats, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils voyagent, sauf qu'ils arrivent à New York avant même de partir de Londres. C'est l'un des grands avantages des vols en Concorde. On ne sent pas la vitesse. Il a beau se déplacer à plus de 2000 km/h, je peux le piloter du bout des doigts. Dans la cabine, les passagers n'ont pas l'impression de voyager à 35 km par minute. C'est le seul moyen d'inverser le cours du temps, de voyager plus vite que la rotation de la Terre et de véritablement arriver avant d'être parti. Le Concorde est une machine à remonter le temps. Vous quittez Londres à 10h30 du matin et vous atterrissez à New York à 9h30, soit 1 heure avant de partir. Vous rajeunissez. Pour les manœuvres d'approche, si on regarde le Concorde de loin, l'inclinaison de son nez semble très prononcée, mais elle ne dépasse pas 11 degrés. Plus l'appareil va lentement, plus il a besoin de pousser. Alliant esthétisme et vitesse, le Concorde est le fleuron de l'aviation commerciale du XXe siècle.
Mais le XXe siècle s'est ouvert avec la forme la plus lente de propulsion aérienne, le vol humain. L'homme a toujours tenté de copier les oiseaux en s'élançant dans les airs avec des ailes rudimentaires vouées à l'échec. Il faut attendre 1976 pour que l'ingénieur californien Paul McCready découvre en observant les oiseaux le secret du vol humain. Il comprend alors comment l'homme peut se propulser dans les airs. Il suffit de regarder un oiseau s'élancer dans les airs pour s'interroger sur la puissance nécessaire à ces créatures pour voler. Je me suis rendu compte qu'en conservant le même poids, mais en augmentant la taille de l'avion, l'énergie nécessaire était réduite à un tiers de ce qu'elle était au départ. McCready conclut de son étude des oiseaux que si l'appareil est suffisamment léger, un athlète bien entraîné pourrait faire voler la machine. J'ai fait une maquette à l'échelle d'un sixième. Elle fonctionnait et nous avons rapidement construit un appareil grandeur nature. Il avait une envergure de 29 mètres. En utilisant un film ultra fin pour que le poids total ne dépasse pas 32 kg, McCready s'efforce d'augmenter encore l'envergure de son invention. Il calcule qu'un athlète devra générer 0,4 cheval-vapeur pour le faire voler. Le sportif choisi pour piloter l'appareil est le cycliste Brian Allen. Ça fait un bail. Je me souviens que ça se dirigeait comme ça. Lever le nez, baisser le nez. L'une des caractéristiques des avions à propulsion humaine, c'est que vous devez actionner les commandes avec les mains parce que vos pieds sont occupés à faire tourner l'hélice. L'avion de 32 kg vole et Brian Allen devient le premier homme de l'histoire à se propulser lui-même dans les airs. À la même époque, un industriel britannique offre une récompense de 100 000 livres au premier avion à propulsion humaine qui traversera la Manche sur une distance de 35 km. Avec un nouvel appareil baptisé Albatros, McCready et Allen relèvent le défi. Brian, tu peux y aller quand tu veux. Très bien, j'y vais maintenant. Pendant la première demi-heure, il ne s'est pas passé grand-chose. Tout allait bien. Nous avancions au-dessus de la Manche. Brian Allen est maintenant à la merci des vents. Ce jour-là, le vent s'est levé en sens contraire, si bien que le vol a duré 3 heures au lieu des 2 heures prévues au départ. À cause des vents contraires, la vitesse de Brian Allen passe de 18,5 à 12 km/h. L'Albatros commence à descendre beaucoup trop près des vagues. Il est fatigué, mais il n'est pas prêt à jeter l'éponge. Le vent soufflait si fort que l'avion me demandait encore plus d'énergie et j'étais à bout de force. J'étais sur le point de tout laisser tomber et j'ai fait un dernier effort pendant quelques secondes pour remonter à environ 4,50 m. Il fallait que le bateau puisse se glisser sous l'Albatros pour attacher une ligne de remorquage. Mais quand je suis arrivé à 4,50 m, il y avait bien moins de turbulences. Je me suis dit que si j'arrivais à rester en hauteur, je pourrais récupérer suffisamment de force pour continuer pendant encore 20 ou 30 minutes. À ce stade-là, chaque tour de pédale était comme une petite victoire. Je voulais qu'on en finisse le plus vite possible. Là, je me suis dit, voilà des rochers, c'est la France, je vais m'écraser dessus. Heureusement, le chef de vol a compris instinctivement ce que j'avais en tête et il m'a convaincu de changer de trajectoire. Si ça n'avait tenu qu'à moi, je me serais écrasé sur les rochers.
C'est juste de l'énergie et de l'imagination humaine. Avec des fibres de carbone, un peu de plastique et de l'aluminium, vous pouvez construire un avion. Au cours du 1er siècle de l'histoire de l'aviation, l'imagination humaine n'a connu aucune limite. Pour preuve, la navette spatiale, l'engin le plus polyvalent jamais construit. Elle commence comme une fusée supersonique volant à Mach 25, se change en satellite orbital dans l'espace, puis revient sur Terre comme un planeur. Projeter l'homme dans l'espace a toujours été périlleux et les astronautes sont conscients des dangers. La phase la plus dangereuse des voyages spatiaux, c'est sans aucun doute le lancement, car il faut déployer une énergie phénoménale pour nous propulser dans l'espace. Si une panne survient au cours du lancement sur ce type de machine, c'est extrêmement risqué. Pour le lancement, vous êtes sur le dos et vous regardez vers le ciel. 8, 7, 6, 5, 4. We've gone for main engine start. We have main engine start. We have booster ignition and liftoff. Phase 1, la navette spatiale est la fusée la plus rapide au monde. Quand on décolle de la rampe de lancement, c'est comme si on était expulsé hors du canon d'un fusil. Mais ce serait un boulet de canon ayant son propre système de propulsion qui vous pousserait sans s'arrêter. On atteint Mach 1 dans les 50 premières secondes. La sensation du lancement et des 8 premières minutes de vol équivaut à une main géante qui soulève votre siège et vous envoie en l'air. Mais la poussée ne s'arrête pas, elle dure longtemps. Nous sommes près de Mach 5 quand les propulseurs d'appoint se séparent, soit 2 minutes et 9 secondes après le lancement. Je me souviens de la première fois que j'ai vu la courbure de la Terre, la minceur de l'horizon et l'obscurité de l'espace au-delà. Pour atteindre l'orbite, on passe de 0 à Mach 25 en 8 minutes et demie. Mach 25 correspond à 25 fois la vitesse du son, soit environ 80 km par seconde. On pourrait donc aller de Paris à Londres en environ 50 secondes. Phase 2, la navette spatiale devient un satellite orbital. Naviguant dans l'espace à Mach 25, sa mission était autrefois de réapprovisionner Mir. Les astronautes américains en poste sur la station russe étaient ainsi remplacés par une nouvelle équipe. Au cours de ma dernière mission, j'ai eu le privilège de ramener Andy Thomas sur Terre. L'équipage du colonel Précourt est resté une semaine à bord de Mir. Après cette pause, la navette a été préparée pour sa descente sur Terre. Phase 3 de la mission, la navette spatiale quitte son orbite pour devenir un planeur. Nous sortons de l'orbite après avoir fait la moitié du tour de la Terre. À environ 1 heure de l'atterrissage, nous entrons dans l'atmosphère, nous faisons encore un demi-tour de la planète et nous nous laissons glisser. Au début, nous sommes à Mach 25. Comme l'atmosphère s'épaissit à mesure qu'on descend, elle nous ralentit progressivement de Mach 25 à Mach 20, puis 15 et 10. Comme l'air devient plus dense, la friction chauffe la navette spatiale à de très fortes températures. La paroi extérieure du véhicule peut atteindre 1400 degrés. Le bouclier thermique de la navette, composé de plaques en céramique, protège l'équipage de la catastrophe. C'est la défaillance de l'une de ces plaques en céramique qui a causé l'explosion de la navette Columbia en mars 2003 et coûté la vie à 7 astronautes. Le colonel Précourt n'ignore rien des risques durant la dernière phase de la mission de la navette Discovery. C'est comme poser un planeur avec un très mauvais rapport de la portance sur la traînée de l'appareil. La navette n'est pas un très bon planeur, c'est plutôt une brique qui tombe mais qui utilise les techniques du planage pour gérer son énergie. Pour l'approche finale, nous avons un angle très abrupt d'environ 20 degrés. C'est 15 fois plus incliné qu'un avion normal, mais nous faisons cela parce que nous n'avons pas de réacteur.
L'approche finale se fait à environ 580 km/h. C'est presque 2 fois la vitesse d'un avion normal quand il se pose. Nous en avons fait du chemin depuis le premier vol de 12 secondes en 1903. Cela ne fait aucun doute, c'est absolument phénoménal. Dans les années 1980, l'aviation a déjà accompli tous les exploits possibles. Mais l'idée d'un avion volant sans escale autour du monde et sans refaire le plein de carburant est sans doute le projet le plus ambitieux du XXe siècle. En 1986, des passionnés californiens sont persuadés que leur invention, l'avion Voyager, pourra faire le tour du globe avec un seul réservoir de carburant. C'est une mission particulièrement périlleuse pour le pilote Dick Rutan. C'est le pire avion que j'ai eu l'occasion de piloter, mais il était comme ça pour une raison précise. Il n'y avait pas d'autre solution. La sécurité a été compromise pour permettre aux Voyager de transporter principalement du carburant. En fait, c'était un réservoir volant. Toutes les parties de l'avion étaient remplies de carburant, c'était capital. Nous étions entourés de carburant. Avant le décollage, Dick Rutan se demande si cette expédition est bien raisonnable. Je ne pensais vraiment pas que ce truc avait une chance de marcher. J'espérais simplement en sortir vivant. Malgré tout, le 13 septembre 1986, Voyager est amené sur la piste d'envol pour faire son tour du monde sans escale. L'ancienne petite amie de Dick Rutan, Gina Yeager, sera son mécanicien de bord. Pour que l'avion soit le plus léger possible, les deux passagers devront vivre dans un espace grand comme une cabine téléphonique. Ma copilote s'est même coupé les cheveux. J'ai découpé certaines parties de mes sous-vêtements, nous portions des chaussures spéciales et nous avions gratté la peinture de la carlingue. Au tout dernier moment, contre l'avis du concepteur de l'avion, son frère Burt, Dick Rutan ajoute 136 kg de carburant, ce qui porte le poids total de l'appareil à 4,5 tonnes. Mais personne ne sait si Voyager pourra décoller. Nous ne l'avions jamais chargé d'autant de carburant. Nous avons calculé que le bout des ailes serait à ça du sol, mais en fait, il était à ça. À la radio, Gina nous donnait la vitesse de l'avion en pleine accélération. 76. Si l'avion n'atteignait pas une certaine vitesse à un certain endroit de la piste, nous devions en conclure que Voyager ne pouvait pas décoller. Quand il a passé les points de contrôle à mi-chemin, il était encore trop lent. Il lui manquait 4 nœuds. Les ailes ont commencé à toucher la piste. Elles raquaient le sol. 83. 87. Dès que j'ai atteint la vitesse magique, j'ai pris le manche et je l'ai tiré. Les ailes se sont relevées progressivement. J'ai presque eu l'impression qu'elles allaient se plier au-dessus de ma tête. Holy cow, look at that.